Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les fondations de la recherche en sciences sociales. On a sous la main des documents qui détaillent un peu la logique, l'épistémologie derrière tout ça. Notre objectif, c'est de décortiquer cette structure qui peut paraître un peu complexe pour la rendre plus accessible. C'est un peu comme un raccourci pour comprendre comment on construit le savoir sur nos sociétés et comment on l'évalue aussi. Tout à fait. Et c'est crucial, parce que comprendre comment on produit le savoir, c'est aussi important que le savoir lui-même. Surtout aujourd'hui avec la masse d'informations qu'on reçoit. Avoir ces bases, ça permet de développer un regard critique, de juger si une étude est solide, pertinente. C'est une question de discernement au fond. Alors, par où commencer? Peut-être par la structure de base, l'architecture. Les documents parlent de trois niveaux, un peu comme des poupées russes. Oui, c'est une bonne image. Tout en haut, il y a la méthodologie, le niveau le plus abstrait, si j'ai bien compris. Exactement. C'est le niveau des grands principes, de la philosophie de la recherche, en quelque sorte. C'est là qu'on justifie les choix stratégiques fondamentaux. C'est une réflexion critique sur les manières de faire. Par exemple, choisir entre une approche plutôt quantitative, avec beaucoup de chiffres, ou une approche qualitative, plus en profondeur. Ça, c'est de la méthodologie. C'est tout à fait ça. C'est une décision qui relève de la méthodologie, de la vision globale qu'on a de la recherche à mener. D'accord. Et ce choix méthodologique, il influence le niveau suivant, c'est ça, la méthode. Voilà. La méthode, c'est la stratégie concrète, le plan de match spécifique qu'on choisit pour répondre à la question posée. Les sources parlent d'un canevas bien défini. Ça découle logiquement du niveau méthodologique. Et là, on pense souvent au duo quantitatif-qualitatif. Oui, ce sont les plus connus. Le quantitatif, pour mesurer, vérifier des hypothèses avec des chiffres. Le qualitatif, pour comprendre des comportements, du sens, des expériences. Mais les documents rappellent qu'il y a d'autres méthodes, d'autres stratégies possibles. Ah oui. Comme quoi, par exemple? La recherche exploratoire, par exemple. Très utile quand on aborde un sujet tout nouveau, peu connu. Ou l'étude conceptuelle, pour vraiment décortiquer un concept clé. Ou encore la recherche comparative, pour comparer différentes situations, différents groupes. D'accord. Donc, méthodologie, Mhm. méthode, et le dernier niveau, le plus concret, C'est la technique. la boîte à outils. C'est ça, la boîte à outils du chercheur. Les instruments spécifiques qu'on utilise sur le terrain, pour collecter les données ou pour les analyser. Donc, si ma méthode est qualitative, mettons une étude de cas. Eh bien, les techniques pourraient être l'entretien semi-directif, l'observation participante ou non participante, l'analyse de contenu, de documents, le focus group. Voilà. C'est clair. Méthodologie qui guide la méthode, qui détermine les techniques. Une hiérarchie assez nette. Oui, mais attention, les sources apportent une nuance importante. Laquelle? Certains outils peuvent être à cheval sur plusieurs niveaux. Prenez l'observation. Hmm. Ça peut être une méthode en soi, une stratégie globale pour étudier un phénomène dans son milieu naturel, mais ça peut aussi être une technique spécifique, comme l'observation non participante, où le chercheur reste en retrait. Ah oui, d'accord. Donc, faut être précis, mais souple aussi. Voilà. L'important, c'est la cohérence de l'ensemble, que tout se tienne. C'est intéressant. Et justement, cette cohérence, elle est peut-être d'autant plus importante que les sciences sociales ont un statut un peu particulier, non? Par rapport aux sciences dites dures. Ah oui, c'est un point essentiel abordé dans les textes. On a souvent ce réflexe de comparer. Oui, on pense aux modèles classiques, hypothèses, expériences en labo, reproductibles, conclusions universelles. Ce modèle-là, il s'applique rarement tel quel en sciences sociales. C'est ce que les sources soulignent. Pourquoi au juste? Principalement parce que l'expérimentation contrôlée et reproductible à l'identique est très difficile, voire impossible, quand on étudie des humains, des sociétés. L'objet d'étude est complexe, changeant. Et surtout, le chercheur fait partie de ce qu'il étudie. On n'est pas extérieur comme quand on regarde des cellules au microscope. On est dedans. Exactement. Les sources parlent de science flexible, où il y a une interaction constante entre l'observateur et l'observé. Ils s'influencent mutuellement. Mais alors, si on ne peut pas prouver les choses de la même manière, comment on assure la validité? Est-ce que c'est moins scientifique? Non, pas du tout. C'est juste différent. La clé, c'est l'irréductibilité de l'objet social. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les phénomènes sociaux, le langage, la famille, les rites, les modes, ont leur propre logique. On ne peut pas les réduire juste à de la psychologie individuelle, par exemple. Ça se passe à un autre niveau. Du coup, la validation scientifique ne repose pas tant sur la répétition d'expériences identiques, Oh, mais sur quoi alors? mais sur la rigueur et la transparence de la démarche. C'est ça le critère principal. Il faut pouvoir expliquer clairement pourquoi on a fait ces choix méthodologiques, comment on a collecté les données, comment on les a analysées. Rendre le processus vérifiable par les pairs.
C'est ce que les sources appellent la sensibilité épistémologique. Être conscient de ses propres fondements. Précisément, c'est cette discipline intellectuelle, cette honnêteté dans la démarche qui fonde la légitimité scientifique en sciences sociales. Cette idée de sensibilité, de justification des choix, ça nous amène tout droit à un débat fondamental qui est mentionné. Positivisme contre constructivisme. Ça a l'air un peu philosophique, mais j'imagine que ça a des conséquences très concrètes sur la recherche. Oh oui, énormément. C'est un débat sur la nature même de ce qu'on étudie, la réalité sociale, et sur comment on peut la connaître. Alors, le positivisme, c'est quoi en gros? Elle dépend de notre point de vue, de notre culture, de nos interactions. Il n'y aurait pas une seule réalité objective à découvrir, mais plutôt plusieurs réalités vécues et interprétées différemment par les acteurs eux-mêmes. Ah oui, je vois. Du coup, l'épistémologie est dite subjectiviste. La connaissance émerge de l'interaction entre le chercheur et les personnes étudiées. Le but, c'est moins de mesurer que de comprendre le sens que les gens donnent à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent. Et là, on est plus proche du qualitatif, j'imagine. Les entretiens, l'observation. Naturellement, oui. Comprendre en profondeur plutôt que mesurer en largeur, si on veut simplifier. Mais les documents disent aussi de se méfier des oppositions trop tranchées, genre positivisme égale quanti, constructivisme égale quali. C'est plus complexe que ça, hein. Ouais, c'est une caricature qui a fait son temps. Aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus floues. On peut trouver des chercheurs qui font du qualitatif avec une approche post-positiviste, c'est-à-dire qu'ils cherchent quand même des faits, des mécanismes objectifs, à travers une observation fine. D'accord. Et surtout, on voit monter en puissance les méthodes mixtes. C'est très important, ça. Combiner les deux. Exactement. Combiner intelligemment le quanti et le quali dans une même recherche pour avoir une image plus riche, plus complète d'un phénomène. Aujourd'hui, le débat est moins sur l'adhésion à une chapelle que sur le choix de l'approche la plus pertinente pour répondre à la question de recherche. Ce qui est intéressant avec le constructivisme, c'est que ça met le chercheur au centre, d'une certaine manière. S'il n'y a pas une réalité unique et objective, Alors, le chercheur, avec ses propres idées, ses valeurs, sa culture, influence forcément ce qu'il voit et comment il l'interprète. C'est inévitable. et ça, c'est un point clé soulevé dans les sources, non? La neutralité absolue, c'est un mythe. C'est un peu ça, oui. Du moins, dans cette perspective constructiviste. Le chercheur fait partie du processus de production de connaissances. Et ça amène à une exigence fondamentale, la réflexivité. La réflexivité, c'est le fait de réfléchir sur soi-même en tant que chercheur. C'est exactement ça. C'est la nécessité pour le chercheur de s'interroger en permanence sur sa propre position. Quels sont mes biais potentiels? Comment ma présence influence le terrain? Comment mes propres cadres de pensée façonnent mon analyse? C'est une forme d'honnêteté intellectuelle, en fait. Tout à fait. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. C'est une condition de la rigueur dans cette approche. Cette idée de réflexivité, ça fait un lien parfait avec une autre structure dont parlent les documents ETS. Les 3 niveaux de connaissance dans une recherche. Théorique, procédurale et éthique. Oui, c'est une grille très éclairante. Le niveau théorique, c'est le monde des idées, des concepts, des modèles. C'est là qu'on construit l'objet scientifique, qu'on le définit précisément. C'est là qu'on dialogue avec la littérature existante pour formuler sa problématique, sa question de recherche, et souvent une hypothèse, une réponse provisoire. C'est aussi là qu'il faut rompre avec le sens commun, les préjugés, comme disait Bachelard. Exactement. C'est cet effort de construction intellectuelle. Et, point important que les sources rappellent, ces choix théoriques eux-mêmes ne sont pas neutres. Ils sont influencés par les valeurs, la perspective du chercheur. On y revient. D'accord. Ensuite, le niveau procédural. Ça, c'est le comment faire. Et ça, c'est le savoir-faire, la mise en œuvre concrète. Quelle méthode choisir? Quanti, quali, mixte? Quelle technique utiliser? Questionnaire, entretien, observation, analyse de données. Comment on va analyser tout ça? C'est la partie technique. Oui, mais pas seulement. Une étape clé mentionnée, c'est la construction du modèle d'analyse. C'est ce qui fait le pont entre la théorie et le terrain. Comment on traduit les concepts abstraits en éléments observables, mesurables. C'est crucial. Théorique, procédural et le troisième, l'éthique. On pourrait croire que c'est un peu à part, mais les documents insistent, c'est au cœur du processus. Ah oui, absolument, ce n'est pas juste une question de règles à suivre à la fin. L'éthique est présentée comme intrinsèque à toute la démarche. Les sources font une distinction utile d'ailleurs, Entre quoi et quoi? entre l'éthique de la recherche et l'éthique dans la recherche. D'accord. L'éthique de la recherche, ce sont les normes, les règles formelles. Le consentement éclairé des participants, l'anonymat, la sécurité des données, ne pas nuire.
Les garde-fous indispensables, quoi. Les procédures, en quelque sorte. Voilà. Et l'éthique dans la recherche, c'est plus profond. C'est la réflexion sur l'intention du chercheur, ses valeurs, la relation qu'il établit avec les personnes étudiées, l'impact de sa recherche. C'est là que la réflexivité devient centrale. Donc, l'éthique, c'est à la fois des règles et une posture. Et les sources disent même qu'elle joue un rôle de pivot. Exactement. Un pivot entre deux exigences. D'un côté, l'intégrité scientifique, qui regarde vers la communauté des chercheurs, être rigoureux, honnête, respecter les méthodes. Mhm. Et de l'autre côté, la responsabilité sociale de la science, qui regarde vers la société et les participants, penser aux conséquences, s'assurer que la recherche apporte quelque chose, qu'elle est utile, juste. Et c'est l'éthique qui fait le lien entre les deux. C'est ça. Ce savoir-être éthique, cette réflexion, garantit la qualité et la légitimité du savoir théorique produit et de la manière dont il est produit, le procédural. Bien. Alors maintenant qu'on a vu les grands principes, les débats, les composantes, comment ça se passe concrètement, une recherche? Il y a un modèle en étapes qui est souvent cité, non? Oui, le modèle de Kivy et Van Campenhout, c'est une référence classique. Il faut le voir comme une logique idéale, un guide, plus qu'un chemin rigide à suivre pas à pas. D'accord. Il y a 7 étapes, c'est ça? Oui, 7 temps forts logiques. Premièrement, la question de départ. Souvent assez vague au début, une curiosité, une interrogation. L'étincelle. Voilà. Deuxièmement, l'exploration. Phase super importante de débroussaillage. On lit la littérature, on fait quelques entretiens exploratoires pour affiner la question et surtout pour rompre avec ses propres idées reçues. Ensuite, Troisième étape, la problématique. Là, on formule la question de recherche de façon précise en l'inscrivant dans un cadre théorique. C'est l'angle d'attaque. quatrièmement, la construction du modèle d'analyse. Oui, on définit les concepts clés et on formule l'hypothèse, ou les hypothèses qui vont guider l'enquête. C'est la traduction opérationnelle de la problématique. Après, on va sur le terrain. C'est ça. Cinquième étape, l'observation ou la collecte des données. On applique les techniques choisies, questionnaires, entretiens, etc. Sixième étape, l'analyse des informations. On traite les données, on les interprète par rapport au modèle et à l'hypothèse. Et enfin, septièmement, la conclusion. On répond à la question de départ. Est-ce que l'hypothèse est confirmée, infirmée, nuancée? Quelles sont les limites? Quelles nouvelles questions ça ouvre? Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas forcément linéaire. Si l'hypothèse tombe à l'eau, Ce n'est pas un échec. c'est un résultat en soi. Les sources insistent là-dessus. Ça oblige à revenir en arrière. Exactement. La recherche est souvent itérative, récursive. Une hypothèse infirmée peut obliger à revoir le modèle d'analyse, à retourner lire, à refaire des entretiens, à reformuler la problématique. C'est un dialogue constant entre la théorie et les données. Et dans ce processus, il y a 2 grandes logiques de raisonnement possibles, déductive et inductive. Ça recoupe un peu Quanticali? Il y a souvent un lien, oui, mais pas toujours automatique. La logique déductive, c'est un peu du haut vers le bas, top-down. On part de la théorie. On part d'une théorie générale, ou d'une hypothèse, et on cherche à la tester sur des cas concrets. C'est la logique classique du test d'hypothèse, souvent associée au quantitatif, où on veut vérifier une relation générale sur un échantillon. Et l'inductive, c'est l'inverse, du bas vers le haut. C'est ça, bottom-up. La logique inductive part des observations concrètes, du terrain, des cas particuliers, Pour faire quoi? pour essayer de faire émerger des régularités, des patterns, des thèmes, une compréhension nouvelle. Le but n'est pas de tester une théorie existante, mais plutôt d'en construire une, ou au moins des hypothèses, à partir des données elles-mêmes. C'est plus exploratoire alors. Oui, c'est fréquent en recherche exploratoire ou en qualitatif, quand on veut comprendre un phénomène de l'intérieur sans imposer un cadre trop rigide au départ. D'ailleurs, le rôle de l'observation, par exemple, change complètement. Très structuré en déduction pour mesurer des choses précises. Et beaucoup plus ouverte en induction pour laisser venir ce qu'on n'attendait pas. Tout à fait. Le choix entre déduction et induction dépend vraiment de l'objectif de la recherche et de ce qu'on sait déjà sur le sujet. Bon, je crois qu'on a bien débroussaillé ces fondations. On a vu la structure, méthodologie, méthode, technique, la spécificité des sciences sociales, le débat positivisme-constructivisme avec l'importance de la réflexivité, les niveaux théoriques, procédural, éthique, et puis les étapes et les logiques de la recherche. Si on devait retenir une idée clé de tout ça, j'ai l'impression que ce n'est pas juste une question d'outils.
Non, c'est bien plus que ça. Le message principal qui ressort, c'est que la qualité, la rigueur, la légitimité d'une recherche en sciences sociales, ça tient avant tout à la cohérence de tout l'édifice. La cohérence entre tous les niveaux? Oui. Est-ce que les techniques sont bien adaptées à la méthode? Est-ce que la méthode est bien justifiée par la posture méthodologique et épistémologique? Est-ce que le chercheur est transparent sur ses choix, ses limites, son implication, la fameuse réflexivité? C'est cette cohérence globale et la clarté avec laquelle on l'explique qui fait la solidité d'une démarche. C'est pas juste suivre une recette. C'est clair, c'est un vrai travail intellectuel et critique. Tout à fait. Et peut-être pour conclure, une petite réflexion pour aller plus loin. Je vous écoute. On a beaucoup parlé de rigueur, d'intégrité, de responsabilité sociale. Et si cette intégration profonde de l'éthique et surtout de la réflexivité, cette conscience de ses propres valeurs, de sa position, comme le soulignaient les sources, si ce n'était pas juste une garantie de qualité en plus, Mais quoi d'autre alors? si c'était en fait un levier pour transformer la relation entre les sciences sociales et la société. Un moyen de produire une connaissance non seulement plus rigoureuse, mais aussi plus consciente d'elle-même, plus responsable, et peut-être, au final, plus juste dans sa façon de représenter le monde social. Une science plus engagée dans la cité, en quelque sorte? Peut-être. C'est une question ouverte en tout cas. Une question qui dépasse la simple méthodologie et qui nous invite à continuer à réfléchir.